Tu nous ralentirais seulement, c'est ce que mon fils Henri a dit, debout dans ma cuisine à Saint-Clair, sirotant le café que je lui avais préparé. Il n'a pas levé les yeux de son téléphone quand il l'a dit, juste jeter ses mots comme une serviette en papier. On a pensé t'inviter maman, mais franchement, c'est l'Europe. Des vols longs, des emplois du temps serrés, beaucoup de marches. Pauline et moi avons pensé que tu n'aimerais pas, ce n'est pas personnel. Pas personnel. Yai presqueri. Il l'a dit comme s'il m'avait fait une faveur en m'excluant, comme s'il m'avait épargné une épreuve épuisante. En vérité, j'avais rêvé de ce voyage toute ma vie, pas pour le luxe ni les sites, mais pour l'idée simple d'être incluse, de compter. Tu aurais pu demander, ai-je dit, croisant les mains, pour cacher leur tremblement. J'aurais pu gérer. Il a levé les yeux juste brièvement. Ce n'est pas une question de gérer. Tu n'as jamais utilisé un billet d'avion numérique. Le rythme que nous avons prévu serait trop pour toi, trop pour qui, Pauline assise à côté, essuyait des miettes inexistantes de son tailleur impeccable. Ton genoux te fait, mon nom. Tu as dit que les escaliers de la médiathèque t'avaient fait souffrir. J'ai aussi dit que j'allais bien le lendemain. Ils n'ont pas entendu ou n'ont pas voulu entendre. Alors, où allez-vous ? Ai-je demandé, en gardant la voix égale. Oh, partout. Mon fils a souri comme un garçon avec un catalogue de jouets. Rome, Florence, Paris, Amsterdam. Peut être quelques jours à Istanbul, si les vols s'alignent. J'ai hoché la tête, comme si on m'avait demandé mon avis. Nous avons tout réservé par une agence de voyage. Une application synchronise, tout super fluide. Pauline a souri, serrée, efficace. C'est plus simple. Ainsi, Louise, tu détesterais courir partout. J'ai élevé cet homme, aidé avec les frais d'université quand sont prêts à bloquer, payer la compte de leur première maison, garder leur garçon chaque week-end pendant 5 ans d'affilée. J'ai été la présence stable quand sa carrière vacillait, quand Pauline envisageait une séparation temporaire. Mais oui, je les ralentirai. Ça semble un rêve et je dis « Quand partez-vous » ? Vendredi matin, a-t-il répondu, et ne t'inquiète pas pour les garçons. Ils resteront chez la sœur de Pauline. Tout est arrangé. Arrangé, ce mot encore, tout dans leur vie semblait arrangé récemment. Planifié, sans désordre, ni émotion, ni moi. Après leur départ, j'ai rincé leur tasse de café, nettoyé le plan de travail. Je suis resté près de l'évier un long moment, regardant les moineaux picorer des miettes sur le perron. C'était presque le printemps. Les cornouillers commençaient à fleurir. Je me souvenais d'un autre printemps, il y a 50 ans, quand mon mari Hervé et moi passions notre lune de miel en Bretagne. Nous avions pris un train marché partout, mangé des sandwichs sur des bancs de parc. Mes genoux allaient bien. Alors, y vont encore peu, et pas comme avant, mais assez bien. Je me suis assise à la table, ouvert mon carnet et commencé une liste. Vol-logement, change de devise assurance voyage. Je n'étais pas en colère, pas exactement. Ce que je ressentais était plus vif, plus froid, comme un déclic, un interrupteur qui bascule. Il pensait que j'étais trop vieille pour voyager. Nous verrions. Je n'ai rien dit à personne, pas même à Marguerite d'en face qui remarque tout. Des poubelles oubliées aux petits-enfants qui visitent plus souvent. Elle aurait insisté pour que j'appelle mon fils et discute, comme si le mal était aussi léger qu'un rôti brûlé. Mais certaines choses ne se discutent pas, elles demandent de l'action. Le lendemain matin à 9h, je suis allée à la médiathèque. Pas pour des livres, je n'arrivais plus à me concentrer sur les romans, mais pour le laboratoire informatique. Le personnel était gentil. Un jeune homme au comptoir
n'a pas sourcillé quand j'ai demandé de l'aide pour trouver des vols. Vous partez quelque part, Madame Dubois. Rome, ai-je dit. Puis Florence peut être un endroit inattendu. Il a souri. Liste de rêves. Non, ai-je dit ferme. Juste une liste. Il m'a montré comment comparer les tarifs, choisir les sièges, vérifier les bagages. J'ai pris des notes, mon écriture plus lente, mais soignée. Mes mains, grâce à Dieu, toujours stables. Ce soir-là, à 20h, j'ai étalé tout sur la table. Ordinateur, carnet, brochure d'agence de voyage. Je me suis préparé une tisane de camomille assise sous la vieille lampe que Hervé avait réparée. Elle vacillait au début, puis s'est stabilisée dans un bourdonnement chaud. 2 heures plus tard, à 22h, mes vols étaient réservés. Rome d'abord, puis Paris. 3 nuits à Amsterdam. Istanbul Sloan Miss Jambus. J'ai appelé l'agence le lendemain à 10h. Une jeune femme, Tania, a répondu oui, madame, nous pouvons organiser ces hôtels. Voulez-vous un transfert aéroport? Non, merci, j'ai dit. Je peux gérer. Je lui ai donné les dates. Elle était efficace. Pauline n'a jamais demandé si je voyageais seule. J'ai apprécié ça. Avant de raccrocher, elle a dit assurance voyage avec couverture médicale. Oui. Et lier votre itinéraire à un compte familial. J'ai marqué une pause. Non, celui-ci est à moi. Faire ma valise a pris du temps, non par excès, mais parce que je voulais que chaque objet mérite sa place. J'ai préparé mes chaussures de marche avec des semelles orthopédiques, une robe bleu marine qui ne froisse pas, l'écharpe de Hervé avec une trace de son après-rasage, pas par sentimentalité, juste pour son toucher. J'ai emballé léger, je voulais bouger librement. La veille du vol à 20h, je me suis assise sur le perron regardant la maison d'en face. Les lumières aux fenêtres, le son fin d'une comédie télévisée. J'ai pensé appeler mon fils, mais que dire? Tu as oublié que j'ai marché 8 km pour aller à l'école et revenir. Tu as oublié qui t'a élevé avec des mains qui pliaient le linge à 6h du matin à Saint-Beuphard. Signer des hypothèques à la lumière de bougies. Non, je n'allais pas supplier d'être incluse, j'y allais quand même. À l'aube, à 6h du matin, j'ai appelé un taxi. Pas parce que je ne pouvais pas conduire, mais pour éviter de m'inquiéter du parking. Le chauffeur, un garçon à peine plus âgé que mon petit-fils, a semblé surpris en voyant ma valise. « Vous partez quelque part, madame ?» ?»« Oui, ai-je dit l'Europe ?» Il a sifflé « Bravo à vous ». J'ai souri m'adossant, tandis qu'il traversait les rues calmes de Saint-Clair. Les cornouillers en fleurs, les voisins endormis, tout a changé. Sauf moi, à l'aéroport à 8h, je me suis aligné avec mon billet papier plié soigneusement dans mon sac, pas numérique. À quelques fils, je les ai vus. Henri Pauline, leur valise à roulettes, sac à dos, efficace, les rires que je connaissais. Je n'ai pas approché, pas salué. Ils n'ont pas regardé dans ma direction. Et c'était bien. J'étais déjà en route. Le vol était long mais supportable. J'avais choisi un siège côté hublot emporté, mes sachets de tisane camomille et menthe. Je n'aime pas le café d'avion, ni les petits crèmes en plastique. La femme à côté, la quarantaine, tapait furieusement sur son ordinateur, puis dormait, écharpe sur la tête. Pas un mot échangé, ça me convenait. Quand l'avion a survolé Paris, le soleil se levait à 6h30. Une lueur dorée sur des rangées de toits rouges. J'avais vu des photos, cartes, postales, guides, mais rien ne préparait à ce moment. La ville semblait ancienne et vivante, comme si elle se souvenait de chaque pas sur ses pavés. J'ai attendu que les autres se pressent. Pas de raison de courir. J'avais nulle part, ou être aucun horaire à tenir. C'était la beauté de faire ça seul. Je n'étais dans le plan de personne, je vivais le mien.
L'officier des douanes a regardé mon passeport hausser les sourcils. Première fois. Oui, ai-je répondu ferme à 7h45. Il a souri, tamponné la page et m'a fait signe de passer. Dehors, j'ai trouvé la file des taxis, donné le nom de l'hôtel soigneusement rue de la Vallée. Il a hoché la tête sans un mot et monté la radio. Des voix françaises rapides, mélodiques, emplissaient l'habitacle. Je ne comprenais rien, mais ça m'apaisait, comme si j'étais exactement là où je devais être. L'hôtel était modeste, avec des plantes en pot aux fenêtres, des fresques fanées dans le hall. Ma chambre au 3e étage, accessible par un vieil ascenseur qui grinçait comme un homme s'éclaircissant la gorge. En ouvrant la porte, pas de nervosité, juste du calme. J'ai déballé lentement, rangé mes affaires dans les tiroirs, accroché ma robe. Puis fait une tisane avec la bouilloire pliable que j'avais insisté pour apporter. Ça m'a fait rire. D'autres avaient leurs perches à selfie, leurs applications sophistiquées. Moi, une bouilloire et un sachet de tisane. Après un repos et une courte sieste à 14h, je suis sortie. La rue était pavée inégale, mais mes chaussures tenaient. Je marchais lentement, passant devant des boutiques aux portes étroites, des vieux messieurs fumant dans des cafés en terrasse. Personne ne me prêtait attention. Ça me convenait aussi. J'ai fini au bord d'une place que j'avais vue dans un magazine de voyage. Il y a des années, place de la République, ça ressemblait à une peinture. Fontaine bâtiment, Paljean se déplaçant, sans se presser. Je me suis assis sur un banc respirant tout cela. Une femme s'est assise à côté, peut être mon âge. Chapeau à large bord, lunettes, trop grande pour son visage. Elle portait une élégance de quelqu'un qui fut remarqué autrefois et s'en moquait maintenant. Belle journée, a-t-elle dit, souriant à 6h. Je savais assez pour hocher la tête, sourire en retour. Tu parles français ? A-t-elle demandé en anglais prudent. Juste assez pour commander un dessert. Elle a ri léger, sincère. C'est tout ce qu'il faut à Paris. Elle s'appelait Blanche Veuve, comme moi. Vivait dans le Marais. Ses enfants ailleurs, a-t-elle dit, avec un petit haussement d'épaule. Pas loin, mais toujours trop occupée. Je connaissais ce geste. Nous avons parlé 1 heure du temps, du meilleur endroit, pour trouver des figues fraîches, de rien du tout. Quand elle s'est levée à 17h, elle m'a touché le bras légèrement. Reviens, demain je te montrerai mon café préféré, pas de touristes. J'ai souri, j'aimerais ça. Elle s'est éloignée lentement, se fondant dans le rythme de la rue, comme si elle en faisait partie depuis toujours. Je suis resté plus longtemps, puis sorti mon carnet, fait une nouvelle liste. Pas de vol, ni de réservation cette fois. Essayer le café de Blanche, marcher, autant que mes genoux permettent manger quelque chose sans vérifier les calories. Envoyer une carte postale, mais pas à eux, se souvenir ce que ça fait d'être visible. En rentrant à l'hôtel à 18h, les cloches d'une église lointaine résonnaient sur la ville. Et pour la première fois depuis longtemps, je me sentais entièrement entière. Le lendemain matin, à 8h, je me suis réveillée au son des cloches d'église, résonnant dans la rue étroite sous ma fenêtre. Paris ne dormait pas tranquillement. Les scooters bourdonnaient comme des abeilles. La nuit, quelqu'un avait crié dans l'allée vers minuit. Mais j'avais mieux dormi que depuis des années, profondément sans rêve, comme si mon corps croyait enfin que j'étais là où je devais être. Je me suis préparé sans hâte. Enfilé un pantalon, une blouse en lin, confortable mais propre. Un peu de rouge à lèvres, pas pour les autres, juste pour voir de la couleur dans le miroir. Blanche m'a retrouvée dans le hall de l'hôtel à 9h comme promis. Elle portait du turquoise vif,
un petit sac en paille. Tu sembles reposer, a-t-elle dit, m'évaluant d'un regard rapide, gentil. Je me sens reposée, ai-je répondu étrange, mais vrai. Elle m'a guidée à travers les rues sinueuses, avec assurance, pointant des fontaines cachées dans les murs, des boulangeries, derrière des portes couvertes de lierre. Le café qu'elle aimait était un petit endroit près de la Seine, tenu par 2 frères âgés, ne parlant pas français, servant des cappuccinos dans des tasses en porcelaine, avec des soucoupes dépareillées. Je me suis assise près de la fenêtre à 10h30, regardant Blanche discuter avec bonne humeur avec un des propriétaires sur la qualité de ses biscuits aux amandes. « Tu vas aimer », a-t-elle dit, me tendant une assiette. Croquant pas comme ces bêtises d'épicerie, elle avait raison, ça goûtait les amandes, et quelque chose de floral que je ne pouvais nommer. J'ai pris mon temps pour mâcher, laisser la saveur, s'installer. « Où est ta famille maintenant ?» a demandé Blanche après un moment. Je regardais par la fenêtre. Entre Florence et Venise, je crois, ils ne savent pas que tu es ici. Non. Elle n'a pas demandé pourquoi, juste hoché la tête, versé, plus de café. Je pensais, je dis lentement, qu'en donnant sans cesse, il finirait par me voir. Pas comme quelqu'un d'utile, juste me voir. Ils n'ont jamais cessé de te voir, a-t-elle dit doucement. Ils ont juste décidé que tu étais un meuble. J'ai ri avant de pouvoir m'arrêter, c'est exactement ça. Tu ne bouges pas, tu es toujours là. Alors ils posent des choses sur toi et oublient que tu existes. Et je ne les ai jamais forcés à déplacer quoi que ce soit. Blanche a pris ma main. Eh bien, tu t'es déplacé toi. Nous avons passé la journée à marcher. Elle m'a emmené à un marché aux puces près de la Seine à 14h, où j'ai acheté une écharpe en soie et un ange en céramique ébréchée dont je n'avais pas besoin. Nous avons grimpé à mi-chemin une colline avant que mes genoux ne se raidissent. Elle a insisté pour prendre un taxi, pas d'orgueil, a-t-elle dit, repoussant ma protestation. Juste les genoux, de retour dans ma chambre. Ce soir-là, à 19h, j'ai regardé mon téléphone. Fais pas de message, je n'en attendais pas. Henri avait posté sur les réseaux sociaux une photo de groupe devant un canal tout souriant. Je n'étais pas tagué, bien sûr que non. J'ai regardé longtemps puis créé mon propre post. Une photo de mon cappuccino, sans légende, juste ça. Un petit drapeau discret planté dans mon coin de la carte. Cette nuit-là, à 22h, j'ai écrit dans mon carnet, pas une liste, juste une phrase. Je suis encore capable de surprise. Le vent dehors murmurait les cloches d'église, sonnait encore plus doucement. Et pour la première fois, je n'ai pas pensé à ce dont j'avais été exclu. Je pensais à où je pourrais aller. Ensuite, 2 jours plus tard, à 7h, j'ai pris le train pour Florence. Blanche m'a serré fort sur le quai. « Prends ton temps là », a-t-elle dit. « Ne cours pas après les monuments. Regarde les murs, les fenêtres. C'est là que l'âme est. J'ai promis que je le ferais. » J'ai embarqué trouver ma place près du hublot face à un jeune homme avec des écouteurs, une valise impeccable. Il a hoché la tête poliment, sans dire un mot, ça m'allait. La campagne défilait dans des nuances de vert que j'avais oubliées. Vignoble, petite ferme, aperçu de toit en terre, cuite. Je me suis assoupi 1 ou 2 fois la tête contre la vitre froide, rêvant de rien en particulier. Quand nous sommes arrivés à la gare de Lyon à 15h, la gare bourdonnait de bruit et de gens, mais je ne me sentais pas perdue. Je me sentais prête. Mon hôtel était à quelques pas. Marche en pierre. Ancienne, un ascenseur étroit qui gémissait plus fort que celui de Paris. La femme à l'accueil m'a donné une vraie clé, pas une carte plastique. Profitez de votre séjour.
Madame a-t-elle dit, souriant sincèrement. J'ai posé mon sac et je suis sortie. Florence est une ville pour les marcheurs, les flâneurs. Les rues s'incurvent comme si elles révélaient des secrets. Je déambulais, sans but, laissant mes pieds décidés. Quand j'ai atteint la place des Vosges à 6 heures, une foule s'était rassemblée autour d'un violoniste jouant sous une statue. Je me suis arrêtée. Il jouait Vivaldi, pas un enregistrement, pas une performance, juste de la musique sortie de ses tripes. Et pendant un instant, j'ai tout oublié ma famille, leur absence, la douleur sourde dans mon genou. Tout. J'ai déposé une pièce d'euro dans son étui plus que prévu, moins que ça valait. Le lendemain matin, à 9 heures, j'ai visité un musée réservé des semaines avant. À l'intérieur, j'ai pris mon temps devant l'étoile sans regarder ma montre. Autour de moi, les jeunes touristes prenaient des photos, se précipitaient. Je n'ai pris aucune photo. Je suis resté là, respirant les coups de pinceau. Dehors, je me suis arrêté dans un café pour déjeuner à 13 heures, petit endroit sans chichi. Une femme à la table voisine commandait en italien rapide, puis ajustait son châle. Elle a levé les yeux, croisé mon regard. Vous voyagez seul. Pas juste de la curiosité. Oui, ai-je répondu. Et la suggeniment, c'est rare, pas aussi rare que ça devrait l'être, ai-je dit. Elle s'appelait Elena, peintre de Naples, en visite à Florence, pour s'inspirer. Nous avons parlé une demi-heure d'art de deuil d'articulation têtue. Elle m'a donné son email. Si tu viens au sud, a-t-elle dit, laisse-moi te montrer mon village. J'ai rangé le papier dans mon carnet. Ce soir-là, à 19 heures, en rentrant à l'hôtel, dans le crépuscule, j'ai entendu mon nom, Maman. La voix m'a figé. Je me suis tourné, c'était lui. Mon fils Henri, à quelques mètres, tenant son téléphone, clignant des yeux comme s'il doutait que ce soit moi. Derrière lui, Pauline parcourait des écharpes dans un étal de rue. Quoi? Que fais-tu ici? Je l'ai regardé, vraiment regardé. Il était brûlé par le soleil, fatigué. Les cernes plus profonds que dans mon souvenir. Je marchais, je dis, comme les touristes font. Il s'est approché. Tu ne nous as pas dit que tu venais. Vous ne m'avez pas invité. Il a ouvert la bouche, l'a refermée. Maman foyons. J'ai levé la main, pas en colère. Juste fini. Je n'interromprai pas vos vacances, ai-je dit. Florence est assez grande pour nous tous. Il a hésité. Attends, pouvons-nous au moins. J'ai des plans pour dîner, ai-je menti. Puis je me suis tourné, continué à marcher pas vite mais ferme. Il n'a pas suivi. En arrivant à l'hôtel à 20 heures, j'ai enfin expiré. Mes mains étaient stables, mon cœur n'était pas brisé. Il battait fort assuré. Curieusement, je ne me sentais pas secouée après l'avoir vu. Pas comme il y a quelques mois. Si quoi que ce soit, j'étais certaine. Une certitude qui n'a besoin ni d'explication ni de confrontation, juste de direction. Je suis partie de Florence le lendemain matin à 7 heures, pris un train lent vers le nord, changeant à Milan puis à Lyon. Je n'ai pas couru, pas vérifié ma montre. J'ai laissé les heures s'étirer, se ramollir. À mon âge, c'est une petite rébellion, laissez le temps vous servir au lieu de le poursuivre. Paris m'a accueilli avec de la pluie à 14 heures, une pluie légère, inclinée, théâtrale, qui rend les pavés brillants et vous fait croire que la ville répétait sa beauté juste pour vous. Mon hôtel était niché derrière le jardin du Luxembourg, dans une rue calme, où chaque fenêtre avait des balcons en fer à la peinture écaillée. Ma chambre avait 2 chaises, une lampe, une vue sur un toit de cheminée. C'était parfait. L'homme à la réception m'appelait Madame. J'aimais comment le mot sonnait, ni vieux,
ni jeune, juste respectée. Je ne l'avais pas ressenti depuis un moment. Le lendemain matin à 8 heures, j'ai fait quelque chose hors de mon caractère. J'ai laissé la carte derrière. J'ai simplement marché, laissant mon instinct guider à travers les ruelles montant et descendant des rues inégales. M'arrêtant pour un expresso dans un stand où personne ne parlait français et le sucre venait dans de petits bocaux en verre, un jeune homme en béret m'a fait un signe approbateur quand j'ai tendu les pièces sans tâtonner. Je devais avoir l'air d'une habituée. Plus tard, à 11 heures, dans une librairie près de la Seine, j'ai trouvé un livre en français que j'aimais à l'université. Je n'y avais pas pensé depuis des années. Je l'ai acheté sans hésiter. Cet après-midi-là, à 14 heures, je me suis assis sous un arbre dans le jardin et j'ai lu des heures, ne m'arrêtant que lorsque la lumière commençait à changer. Puis une femme s'est approchée jeune, être en visage gentil, un appareil photo autour. Du coup, elle a demandé en français si elle pouvait s'asseoir à côté de moi. J'ai souri, fait signe au banc. Merci atelledit s'installant. Nous sommes restés en silence plusieurs minutes regardant le jardin. Puis elle s'est tournée légèrement vers moi et a dit en anglais prudent « Vous me rappelez ma grand-mère. Elle est décédée l'an dernier. » Je l'ai regardée surprise. Elle lisait sous les arbres, aussi jamais pressée. C'est la meilleure façon de lire, ai-je dit. Elle a hoché la tête. Elle disait toujours que le monde se hâte sans raison. Femme intelligente dit. Nous avons parlé à un moment de paris de photographie, de manquer ceux qu'on ne peut plus appeler. Elle s'appelait Sabine. Elle m'a montré une photo de sa grand-mère et j'ai vu ce qu'elle voulait dire. Même forme d'épaule, même habitude de croiser les mains sur les genoux. Avant de partir à 6 heures, elle a demandé si elle pouvait prendre ma photo. Pas pour les réseaux sociaux. A-t-elle promis juste pour moi, pour le souvenir? J'ai accepté. Elle l'a prise discrètement, sans me poser, sans chichi. Puis elle m'a remercié et est partie, son écharpe flottant derrière, comme un ruban dans le vent. Cette nuit-là, à 20 et à 1 heure, j'ai écrit encore « Paris n'est pas pour les jeunes, c'est pour les intrépides. » Je n'ai pas vérifié les réseaux sociaux. Je ne me demandais pas ce que faisait ma famille. S'ils étaient encore en France, nous ne nous étions pas recroisés. La ville avait une façon de faire disparaître même les gens familiers, à moins de vouloir vraiment les trouver. Et je ne voulais pas maintenant. J'ai passé mes jours dans les musées, librairies, petits parcs. J'ai mangé des pâtisseries au nom imprononçable. Je parlais quand je voulais rester silencieuse, sinon, le 5e jour à 15 heures, je me suis assise près de la Seine, regardant les bateaux glisser. L'un d'eux jouait de la musique, quelque chose de vieux peu, être Édith Piaf. Le son flottait sur l'eau mêlé à la brise. J'ai fermé les yeux, laissé. Ça me traversait. Pas une fois je ne me suis sentie seule. La solitude, c'est attendre d'être vue. Être seul, c'est se voir soi-même. Et j'aimais ce que je voyais. C'était censé être un après-midi ordinaire à 14 heures. J'avais marché toute la matinée dans le quartier du Marais, m'arrêtant dans une petite galerie avec des peintures rien que du bleu. Ciel bleu, bateau bleu, robe bleue. Une absurdité tranquille qui m'a fait rire seule dans une salle où personne d'autre ne riait. J'ai acheté une carte postale juste parce que... Puis pris le métro, descendu 3 arrêts trop tôt errés jusqu'à trouver un banc sous un tilleul qui sentait le miel. J'étais en train de mordre dans un croissant quand je les ai vus de l'autre côté de la place, à 15h30, riant appareil photo en main, Henri, Pauline et leurs amis,
Deux couples que je ne reconnaissais pas. Plus jeunes, plus bruyants, habillés comme des blogueurs de voyage avec des sacs à dos assortis. L'aisance arrogante de ceux qui n'ont jamais rien perdu qu'ils ne pouvaient remplacer. Ils ne m'ont pas vue. J'étais juste une femme âgée sur un banc. Et pendant une seconde, j'ai envisagé de me lever, de m'approcher, de dire surprise. Mais je ne l'ai pas fait. À la place, j'ai observé. Pauline pointait quelque chose sur un menu. Henri levait les yeux au ciel, faisait une blague. Elle lui tapait l'épaule riant. Leurs amis se joignaient. Des verres de vin rouge arrivaient. Quelqu'un prenait un selfie. J'ai réalisé, alors que je ne manquais rien, ce n'était pas un moment familial radieux d'une pub de vacances. C'était juste un déjeuner. J'étais juste quelqu'un qui avait cru qu'être exclu signifiait être moindre. Mais je ne l'étais pas. Je suis restée assise tranquillement, fini mon croissant, regardais la fontaine de l'autre côté de la place. Un enfant trempait ses doigts dans l'eau et criait. Une femme ajustait son parapluie. Le vent sentait le pin. Ils sont partis 20 minutes plus tard, à 15h50, tournant au coin, avec l'arrogance confortable de ceux qui croient que le monde s'arrangera toujours autour d'eux. Ils n'ont jamais regardé en arrière, et c'était bien. Je suis restée sur le banc un peu plus, laissant le soleil toucher mes genoux. Ma hanche faisait mal, pas terriblement, juste assez pour me rappeler que j'avais marché plus loin que d'habitude. Ce soir-là, à 20h de retour, à l'hôtel, un message sur mon téléphone. Pas d'Henri, de quelqu'un d'autre. Charles, mon petit-fils le plus jeune. Son message était simple. « Mami, fast du bin ?» J'ai eu un drôle de pressentiment aujourd'hui. Je sais que tu es probablement à la maison, mais je ne sais pas. Je pense à toi, tu me manques. J'ai fixé l'écran longtemps, puis répondu. Je ne suis pas à la maison, mais je vais bien. Mieux que bien même. Dis-moi comment tu vas. Il a répondu instantanément. En quelques minutes, nous discussions comme deux personnes qui n'avaient pas parlé depuis des années. Ce qui était vrai, pas vraiment depuis ses 6 ans quand il est resté chez moi. Un été, après une dispute avec son père, nous avions fait des crêpes. Il avait tondu la pelouse. J'avais pensé, être que quelque chose de réel prenait racine. Et était-ce le cas. Maintenant, il avait 23 ans, en école d'urbanisme, sortait avec quelqu'un nommé Jordan. Stressé, fatigué, mais toujours avec cette douceur tranquille. J'ai toujours senti que tu me comprenais mieux que quiconque a-t-il écrit. J'ai cligné des yeux devant l'écran, puis tapé lentement. Merci, ça compte plus que tu ne le sais. Il a répondu avec un cœur, puis un autre message. Où es-tu vraiment ? J'ai pris une photo de ma chambre, la fenêtre ouverte, les toits de Paris. Ici, ai-je écrit, mais pas pour toujours. Nous n'avons pas dit beaucoup après. Juste quelques lignes douces, prudentes, mais quelque chose en moi a changé cette nuit-là à 22h. Je n'ai pas écrit dans mon carnet, pas besoin. Je savais exactement ce que serait la ligne suivante. Certains liens s'effilochent, d'autres tiennent. Je suis parti de Paris sans cérémonie. Juste un taxi à 6h du matin. Les cieli ancora pale vide. Les rues lavées par la nuit. Je n'ai pas pleuré, pas traîné. Juste fermé mon manteau, roulé ma valise à travers le hall silencieux, hochant la tête au jeune homme de la réception qui commençait à connaître mes préférences de tisane. Le train pour Amsterdam à 7h était fluide rapide. Dehors, le paysage changeait. Champs plats, éoliennes, canaux. Ça semblait un monde plus doux, où rien n'était attendu, sauf votre présence. Et j'étais douée pour être présente, toujours été. Mon hôtel près d'un canal étroit haut, avec un escalier en spirale, défiant mes genoux. Mais je l'ai gravi une marche à la fois lentement,
La chambre était simple, chaleureuse, je l'ai aimée immédiatement. Je n'avais rien prévu, pas de tour, pas de liste. C'était la différence maintenant. J'avais arrêté de prouver que je méritais ce voyage. Je le prenais simplement. Cet après-midi-là, à 14 heures, j'ai erré dans le quartier latin, entrant dans des boutiques qui vendaient rien dont j'avais besoin, des librairies où les propriétaires ne s'offusquaient pas si vous lisiez juste. J'ai acheté un carnet, relié en cuir vert, plus fin que l'ancien Un nouveau départ. Ce n'est qu'au deuxième soir, à 19 heures, que j'ai trouvé le banc près du canal, sous un arbre penché à l'écorce écaillée. Rien ne le marquait comme spécial, mais je m'y suis assise. Quand la ville ralentit ses vélos, cliquetant amoureux, discutant doucement de l'autre côté de l'eau, je me suis souvenu d'un autre banc, un souvenir enfoui depuis des années. C'était un dimanche après-midi, peut être 1967. Hervé et moi assis sur un banc dans un parc près de Saint-Malo. Jeune fauché plein d'espoir. Je venais d'apprendre que j'étais enceinte. Nous n'avions rien dit à personne. Juste assis, la doigt entrelacée, son manteau sur mes épaules. La nouvelle passant entre nous comme un courant. Je n'y avais pas pensé depuis des décennies. Mais à Amsterdam, près de cette eau calme à 20 heures, ça revenait pleinement formé, entier. J'ai ouvert mon nouveau carnet et pour la première fois dans ce voyage, j'ai pas écrit de liste ni de plan. J'ai écrit à Hervé. Je l'ai fait. Tu rirais de combien de temps ça m'a pris, de combien de chaussettes. J'ai emporté pas assez de pulls. Tu dirais que je suis belle dans ce chapeau idiot que Blanche m'a fait acheter à Paris. Tu ferais semblant de compter les calories des pâtisseries. Puis en mangerais 2 quand même. Tu t'endormirais dans les trains tête sur mon épaule bavant un peu. Je t'aurais laissé bien sûr que oui, tu me manques, je ne le dis pas même en pensée. Mais c'est là sous tout. J'espère que tu serais fière de moi. J'espère que tu sais qu'en chemin, j'ai réappris à vivre pas, juste à endurer. Ça compte? Non. J'ai fermé le carnet. Le soleil descendait. L'eau scintillait. Une radio. Jouait une vieille chanson que je ne pouvais nommer. Et un instant, je l'ai senti pas comme un fantôme, pas comme une douleur, mais comme une partie de moi jamais vraiment partie. Je suis resté longtemps jusqu'à ce que l'air refroidisse à 20 et 1 heure, jusqu'à ce que le passé se replie doucement dans le présent. Je me suis levé lentement, mes genoux protestants, mais tenant, toujours tenant. Le message est arrivé juste après le petit déjeuner à 8h30. J'étais dans un coin tranquille du café de l'hôtel, remuant du sucre dans mon café, quand mon téléphone a vibré sur la table. Le nom à l'écran m'a coupé le souffle. Charles. J'ai ouvert attendant un simple coucou peut être une note douce, comme à Paris, mais celui-ci était différent. Mamie, j'ai parlé à papa de tout, c'est pas ma place, mais il doit entendre. Il ne l'admettra pas, mais il a honte et peur. Je lui ai dit ce que je pense, à quel point ils ont eu tort de ne pas t'inclure. J'espère que tu vas bien, juste pour te dire que quelqu'un a parlé. J'ai fixé les mots le café refroidissant à côté. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils disent quelque chose, et pourtant, ça ne me surprenait pas. Charles avait toujours cette colonne vertébrale discrète, cette façon lente de traverser le monde, comme si il choisissait encore qui il voulait être, pas juste en réagissant. J'ai répondu « Merci mon chéri, tu n'avais pas à le faire mais tu l'as fait. Ça compte plus que je ne peux dire. » Il a répondu presque instantanément. Puis je demandai quelque chose. « Écrirais-tu à papa ? Pas pour lui, pour toi. Je pense
que tu as besoin de dire des choses depuis longtemps. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai regardé le canal, le défilé lent de vélos de couple d'oies battant des ailes bruyamment sur l'eau. Le soleil hutait derrière les nuages, mais il y avait une lueur douce, une sorte de silence à 9 heures. Et Charles avait raison. J'avais des mots en moi enfouis depuis des années, sous des sourires de la patience de la grâce, mais ils étaient miens. Je suis monté, pris le carnet vert, et j'ai commencé. Henri, tu m'as dit un jour que j'étais la personne la plus fiable que tu connaissais, que je ne vacillais jamais de laisser rien passer entre les mailles. Je pense que c'était un compliment, mais je réalise maintenant que c'était aussi une permission d'oublier que j'étais une personne, pas une structure. Tu as bâti ta vie, sachant que je tiendrai toujours quoi qu'il arrive. Et pendant des années, je l'ai fait. J'ai trouvé des excuses. Quand tu n'appelais pas souris aux fêtes, où j'étais invitée par devoir, pas par affection, j'ai payé pour l'école de tes enfants, tes hypothèques, vos vacances. Pas parce qu'on m'a manipulée, mais parce que je voulais aider. Mais l'aide s'est transformée en attente, l'attente en silence. Tu as cessé de me voir et je t'ai laissé faire le voyage que tu as planifié, celui où j'étais trop vieille, trop lente, trop gênante, pour participer. J'espère qu'il était beau, vraiment. J'espère que tu as ri, exploré, bien mangé. Mais surtout, j'espère qu'un jour tu comprendras ce que ça fait d'être effacé discrètement, car c'est ce que j'ai ressenti. Cette lettre n'est pas une demande d'excuses. Je n'écris pas pour être pardonné ou réabsorbé. J'ai écrit pour que tu saches que je suis encore là, pensant, bougeant, choisissant. Tu n'as pas prisa de moi. Je te souhaite le meilleur et j'espère qu'un jour, tu me souhaiteras la même chose. Maman, je ne l'ai pas envoyé tout de suite. Je l'ai relu 2 fois plier la page, puis je suis sorti marcher à 10 heures, rien de spécial, juste dans le marché voisin où des tulipes débordaient des seaux, des vieux messieurs discutaient sur du fromage. En rentrant à 12 heures, j'ai pris une photo de la lettre, l'ai attachée à un message envoyé. Pas de réponse pendant des heures, mais je n'ai pas attendu près du téléphone. Je suis sorti dîner seul commandé, quelque chose que je ne pouvais prononcer, manger chaque bouchée. La réponse est arrivée juste avant l'aube à 5 heures. Je me suis réveillé tôt, par habitude surtout, et j'ai vu l'écran briller sur la table de nuit. Une notification, un message d'Henri. Je me suis assise lentement, tirant la couverture sur mes épaules, et j'ai ouvert. Maman, je ne sais même pas quoi dire. J'ai lu ta lettre 5 fois. Je suis pas fière de moi. Je suis pas sûre de l'être à nouveau. Mais j'avais besoin de l'entendre et je suis désolée. Vraiment, Pauline et moi, nous n'avons pas réfléchi. Nous avons juste planifié. Et en faisant ça, nous t'avons effacé. C'est le mot exact. J'aimerais pouvoir revenir en arrière. Je n'attends rien de toi, mais merci d'avoir écrit. Pas d'excuses, pas de défense. Juste ça, j'ai lu un moment pas en souriant, pas en pleurant, juste en respirant dans le calme, laissant ça s'installer. J'ai tapé une réponse courte, pas par colère, pas par orgueil, mais par clarté. Merci de m'avoir entendu, c'est tout ce dont j'avais besoin. Ce matin-là, à 7 heures, je suis sorti marcher plus loin que depuis des semaines, à travers des ponts des quartiers non marqués sur aucune carte. Je me suis arrêté dans un café sans touriste, en vue commander un café noir, une tarte aux pommes, plus de croûte que de fruits. C'était parfait. De l'autre côté de la rue, dans une vitrine, j'ai vu quelque chose qui m'a arrêté en pleine bouchée à 13 heures. Un cabinet d'avocats. L'enseigne disait en lettres dorées, planification, familiale et gestion de patrimoine. Et juste comme ça, une nouvelle pensée
est arrivée, pas vengeresse, pas amère, juste nécessaire. Cet après-midi-là, à 15 heures, j'ai appelé mon conseiller financier en France, un homme patient nommé Elio, qui parlait toujours en phrases prudentes, comme s'il pensait que je pourrais mal comprendre ce que pendant des années je l'ai laissé croire. Madame Dubois, a-t-il dit joyeusement, vous appelez d'Europe ? Oui, je veux faire quelques changements, bien sûr lesquels. Je veux ouvrir un compte fiduciaire pour mon petit-fils Charles. Une pause. Juste Charles, oui, juste Louis. Et je veux un langage clair non modifiable par quelqu'un d'autre. Comprise. Nous avons discuté des détails. Je lui ai donné l'autorisation de commencer les documents, dit que je viendrai en personne à mon retour, mais que je voulais la structure prête avant de descendre de l'avion. En raccrochant à 15h30 pas de triomphe, je me sentais ancré. Pour la première fois depuis longtemps, l'avenir prenait forme. Pas pour moi, je ne planifiais pas des décennies à l'avance, mais pour quelqu'un en qui je croyais, quelqu'un qui ne me voyait pas comme une ressource, mais comme une personne. Cette nuit-là, à 20 et 1 heure, j'ai sorti mon carnet et écrit une dernière liste, chose que j'ai faite sans permission, voyager dans 4 pays seuls, commander 2 desserts en un jour, marcher hors du silence dans ma propre voie, changer le cours de mon héritage, me souvenu qui j'étais avant d'être nécessaire. J'ai fermé le carnet posé sur la table de nuit. Mes mains ne tremblaient pas. Mon souffle était stable. Demain, à 8 heures, je quitterai Amsterdam. Prochaine étape, Istanbul. Une ville de plus avant la maison. Un pas de plus dans la vie que je n'étais pas invité à vivre, mais que j'ai choisi quand même. Istanbul m'a frappé comme un accord un peu déséquilibré au début, plus forte, plus rapide, plus lourde, mais riche d'une manière qui faisait vibrer tout mon corps comme accordé à quelque chose d'ancien et de nouveau à la fois. Le chauffeur qui m'a récupéré à l'aéroport à 14 heures parlait français avec un accent marqué, conduisait comme si la route le poursuivait. Première fois, a-t-il demandé, me regardant dans le rétroviseur. Oui, vous allez adorer, c'est bruyant, mais vivant. Ça semblait un avertissement et une promesse. L'hôtel était un bâtiment couleur miel près du pont Alexandre III. Le genre qui semble plus grand à l'intérieur qu'il ne paraît dehors. Ma chambre avait une fenêtre face à la Seine, d'où je voyais des bateaux dérivés, comme des morceaux d'une histoire que je n'avais pas encore lue. J'ai déballé l'essentiel. Mes genoux étaient fatigués, mes pieds se plaignaient. Mais mon cœur, alerte, calme, prêt. J'ai passé ma première journée lentement à 10 heures, un pied devant l'autre, à travers des marchés aux épices où les marchands attiraient avec des écharpes en soie, du thé, du laiton poli, à travers des ruelles étroites, s'ouvrant sur de larges places. L'appel à la prière résonnait dans l'air comme un rappel de ne pas se presser. Le soir à 19 heures, je me suis assise dans un café en terrasse, bu du thé, aux pommes si sucrées qu'il piquait la langue. La ville pulsait en bas de lumière, de clameurs de voix se chevauchant comme des vagues. C'était accablant et ça ne me dérangeait pas. Cette nuit-là, à 22 heures, j'ai rêvé de ma mère. Pas la femme usée silencieuse de ces dernières années, mais plus jeune, debout à son four, portant son tablier à carreaux rouges, qu'elle jurait porte-bonheur. Dans le rêve, elle m'a regardé sans rien dire, juste hocher la tête, comme pour dire « il t'en a fallu du temps ». Le lendemain matin, à 8 heures, je suis allée au bord de l'eau, assise avec mon carnet. Je n'ai pas écrit à Hervé cette fois. J'ai écrit à moi-même. Tu l'as fait. Tu as traversé des océans, fait ton propre itinéraire. Cessez de t'excuser d'être vivante. Recommencer à choisir
Au lieu d'attendre d'être choisi, tu n'es pas la somme de ton utilité. Tu n'es pas un décor. Tu es souffle, voix, poids, valeur. Plus tard ce jour-là, à 11 heures, j'ai visité Sainte-Chapelle. Je suis resté longtemps sous son dôme, pas à penser, pas à prier. Juste à écouter comment le son se déplaçait dans la pierre. Siècles de paveux, murmurés, silence, révérencieux, tenus dans l'air comme un souffle qui n'avait jamais quitté. Une jeune femme m'a proposé de prendre ma photo. J'ai hésité, puis tendu le téléphone. Sourire, a-t-elle demandé? Mais je n'ai pas souri. Je suis resté immobile, regardant devant pas, en m'excusant, juste là, solide. Ensuite, à 13 heures, j'ai marché à travers le marché aux épices. Les odeurs étourdissantes, cannelle, cumin, agrumes, séché rose. Je n'ai rien acheté tout coûté, me laissant dériver d'étal en étal comme quelqu'un qui n'avait nulle part où être. Ce soir-là, à 20 heures, j'ai trouvé un email d'Elio. Le compte fiduciaire était en place, tous les fonds sécurisés, tout alloué à Charles. Personne d'autre ne pouvait toucher un centime. J'ai relu la confirmation 3 fois, puis transféré à mon propre email, pas par doute d'Elio, mais parce que j'aimais voir ça arriver comme une preuve que quelque chose en moi s'était remis en place. Pas de colère, pas de revanche, juste de l'ordre de l'équilibre. Ma famille ne comprendrait pas peu, être jamais, mais ils n'avaient pas à le faire moi si... Et ça se faisait. Je suis rentrée chez moi sans prévenir personne. Pas d'accueil à l'aéroport, pas de banderole ni de questions. Juste moi, ma valise unique, roulant sur le sol familier du terminal, 2 à 15 heures. Mon nom non prononcé, ma présence inaperçue. Ce qui, étrangement, est exactement ce que je voulais. L'air à la maison semblait immobile, plus calme, comme si le monde avait fait une pause pendant mon absence, attendant de voir qui je serais à mon retour. J'ai pris un taxi, donné mon adresse doucement à 6 heures. Le chauffeur n'a pas demandé pourquoi je sentais les épices et les vieilles gares. La maison semblait la même peinture blanche, écaillant légèrement près du perron. Courrier, soigneusement, empilé derrière la porte moustiquaire. Le chat du voisin dormant toujours au même endroit sur mes marches. J'ai déverrouillé la porte entrée. Le calme était immédiat, épais, familier. Mais cette fois, pas une absence, mais un espace, une place. Mes mains bougeaient sans réfléchir, déballant, mettant la bouilloire, triant le linge. Mais mon esprit vagabondait pas vers où j'étais, ni qui j'avais vu, mais vers ceux que j'avais cessé d'attendre. J'ai fait une tisane assise dans mon fauteuil préféré à 19 heures. Ouvert, le carnet vert, fixé, une page blanche longtemps, avant d'écrire. Ils n'ont pas changé, mais moi, oui. Pas dramatique, pas de trompette, pas de déclaration. Juste une lente mue de la femme qui pliait chaque plan autour du confort des autres, qui croyait qu'être présente suffisait à gagner l'amour. Je voulais plus être incluse si ça signifiait être tolérée. Cet après-midi-là, à 15 heures, je suis allée au bureau de poste, déposer une lettre dans la boîte. Pas pour Henri ni Pauline, pour Charles. Je l'avais écrite dans l'avion. Cher Charles, merci pour ton message à Paris. Tu étais le seul à demander comment j'allais plus tôt que où j'étais. Ça compte, c'est rare, c'est de l'amour. Je veux que tu saches, j'ai fait des arrangements financiers. Pas de détails maintenant, tout deviendra clair en temps voulu. Mais ce que j'ai mis de côté est pour toi pas par obligation, mais par confiance. Tu vois, les gens, tu écoutes, tu demandes... c'est plus ce que je ne peux dire pour la plupart. Je n'écris pas pour te charger. Je n'attends pas que tu répares quoi que ce soit. Je veux juste que tu saches que quelqu'un croit
en ta façon de traverser le monde. Et qu'un jour tu n'auras pas à commencer de zéro. Pas tous les cadeaux, on déficelle pas tous les aînés, donnent par culpabilité. Certains donnent parce qu'ils ont vu ce qu'est la gentillesse quand elle n'est pas transactionnelle. Prends soin de toi. Charles, prends ton temps pour devenir qui tu es censé être. Je regarderai avec fierté. Amour m'aimait. J'ai déposé la lettre sans hésiter, puis marché jusqu'à la maison à 6 heures. Une main dans la poche, l'autre glissant le long de la vieille clôture. En passant, ce soir-là, à 20 heures, j'ai allumé une bougie pour Hervé. Je n'ai rien dit, juste assise dans la lueur. Pas en deuil, pas en souvenir, juste en repos. Pour la première fois dans une maison qui m'appartenait enfin pleinement, complètement. Pas parce que personne n'y vivait, mais parce que j'avais cessé d'attendre d'être invité dans ma propre vie. Une semaine passa sans nouvelles de personne. Le silence d'Henri n'était pas surprenant. Pauline, j'imaginais, avait transformé ma lettre en un autre point sur sa liste invisible de griffes. Comportement imprévisible d'un parent vieillissant peut être... Mais Charles lui est venu, pas avec un avertissement, ni des fleurs. Juste un coup discret, à ma porte, un mercredi après-midi à 15 heures, alors que le soleil glissait bas derrière le chêne du voisin. J'ai ouvert la porte et il était là, plus grand que dans mon souvenir un peu plus mince. Un peu plus fatigué dans les yeux, mais réel. Il a souri. « Salut, Mamie !» Entrai-je, dis simplement. Nous nous sommes assis dans la cuisine. J'ai versé du thé sans demander. Il n'a pas parlé au début, juste regardé autour comme si tout était légèrement plus petit que dans son souvenir, mais familier d'une manière qui pince le cœur. « J'ai reçu ta lettre, a-t-il dit enfin. J'espérais que tu l'aurais. » Il m'a regardé, vraiment regardé. « Es-tu vraiment allé dans tous ces endroits ?» J'ai hoché la tête. « You aspiré. C'est incroyable. » Honnêtement, c'était nécessaire. Il a siroté son théieux posé sur le repose-cuillère, en forme de poule qu'il avait fait à la maternelle, jamais retiré du comptoir. Je pense que je savais toujours, a-t-il dit doucement, que quelque chose n'allait pas dans la façon dont il te traitait, dont ils attendaient des choses. Je n'ai rien dit, laisser le silence faire ce que les mots ne pouvaient pas. Il a levé les yeux. Je n'ai jamais su quoi faire à ce sujet. Tu as fait exactement ce qu'il fallait, je dis. Tu m'as vu, c'est plus que la plupart n'ont essayé. Il a hoché la tête, les yeux brillants maintenant. Quand tu n'es pas venu au mariage, papa a dit que tu avais annulé à la dernière minute, que tu étais trop fatigué. J'ai haussé un sourcil, trop fatigué d'être écarté. Charles a ricané. Exactement. Nous sommes restés un moment, l'air de la cuisine, se réchauffant de souvenirs. J'ai sorti une boîte de sablé glissée sur la table. Il a souri, comme à 8 ans, pur, ravi, honnête. J'ai dit à papa que je venais ici, a-t-il dit entre deux bouchées. Il n'a pas aimé. Je m'en doute, ai-je dit. Il a demandé si tu lui avais pardonné. J'ai croisé son regard. Le pardon est un mot que les gens utilisent pour éviter la partie difficile. Il a hoché la tête lentement. Quelle est la partie difficile? Le changement. Charles s'est adossé, expirant par le nez. Oh ice, ça c'est change. Nous n'avons rien résolu. Pas d'étreinte, pas de larmes, pas de rapiessage sentimental des années. Mais quelque chose a passé entre nous dans cette cuisine. Plus grand que des excuses ou du réconfort, de la reconnaissance. Plus tard, alors qu'il se levait pour partir, il s'est arrêté à la porte. Puis-je revenir la semaine prochaine? J'ai souri le genre doux que je n'avais pas utilisé depuis longtemps. Tu n'as jamais eu à demander. Après son départ, je suis resté à la fenêtre un moment regardant sa voiture s'éloigner. Mon thé avait refroidi la cuisine redevenue silencieuse. Mais pas vide. Ce soir-là, à 20 heures, j'ai ouvert le carnet vert et j'ai écrit
Parfois, la plus petite porte s'ouvre sur le plus grand champ. Parfois, une seule bonne graine suffit. Parfois, pas besoin de réparer le vieux pont, juste de construire un nouveau chemin. Je n'attendais rien d'Henri après ça. Il n'était jamais cruel, pas de manière évidente, juste efficace, sélectif. Le genre d'homme qui gérait l'émotion comme certains gèrent les impôts, seulement quand absolument nécessaire et de préférence par quelqu'un d'autre. Alors quand l'enveloppe est arrivée dans le courrier, une vraie adressée à la main, je savais que c'était pas de Pauline. À l'intérieur, une lettre 3 pages, écriture soignée, pas de signature à la fin, juste ton fils Henri. Je l'ai lu une fois, puis encore, puis repliée, remise dans l'enveloppe. Pas parce qu'elle m'a pas émue, mais parce que je n'avais pas besoin de la porter avec moi. Certaines choses, on les laisse atterrir là où elles tombent et on continue à marcher. Il disait qu'il était désolé, qu'il avait mal jugé ce dont j'avais besoin, qu'il pensait m'avoir protégé des difficultés pas privées de joie, qu'il n'avait pas réalisé combien de fois il m'avait dépassé pour son propre confort. Tout vrai, tout tard, mais tard n'est pas inutile. Je n'ai pas répondu, pas par rancune, par paix. Certains fils n'ont pas besoin d'être renoués, juste posés, doucement reconnus pour ce qu'ils étaient laissés au repos. J'avais une dernière chose à faire. À la médiathèque, je suis tombé sur une jeune femme au comptoir, nouvelle peu, être 25 ans avec des mèches bleues dans les cheveux et des lunettes trop grandes pour son visage. Elle a levé les yeux souris. Puis-je vous aider? Je fais don de quelques objets et je dis des journaux, des guides de voyage et une carte que j'ai plus annotée que prévu. Elle a tendu la main pour le sac. C'est merveilleux, merci. Yoi, hieshite. Il y a aussi un carnet là, dedans en cuir vert. Vous n'avez pas à l'exposer, mais gardez-le peu. Être au cas où une femme viendrait un jour et aurait besoin de se souvenir que c'est pas trop tard. Elle m'a regardé, vraiment regardé. Je le ferai, a-t-elle dit. Je promets, je suis partie avant de changer d'avis. Ce soir-là, à 20h, j'ai sorti mon dernier carnet, celui où je n'avais pas encore écrit, juste une couverture vierge sans ligne. Je ne voulais pas de règles pour celui-ci. J'ai ouvert la première page et écrit lentement. Il y a des choses que je n'ai pas dites pas parce que je ne les ressentais pas, mais parce que les ressentir suffisait. Le lendemain matin, à 8h, je me suis occupée du jardin. Première fois depuis l'automne dernier. La terre faisait du bien sous mes ongles. Ancré humble, j'ai taillé les hortensias, enlevé les feuilles mortes, trouvé une petite plume dans le sol et les glisser derrière mon oreille, comme quand j'étais jeune et que personne ne regardait. Plus tard, j'ai appelé l'avocat. Je veux venir cette semaine, ai-je dit, revoir mon testament, finaliser le trust. Il a dit qu'il libérerait son emploi du temps. Je n'ai pas dit à Charles pas encore. Il n'avait pas besoin de ce poids sur les épaules. Il avait juste besoin de savoir qu'il était vu, que sa gentillesse avait une forme maintenant. Structure par remboursement, héritage. Ce soir-là, à 19h, je me suis tenu dans le couloir devant la chambre d'amis. Inchangé depuis le jour où je suis parti pour Rome, une valise sur l'étagère du haut, un oreiller supplémentaire, le tic-tac doux de la vieille horloge au mur. Je n'ai pas ouvert la porte. Juste resté là, la main sur le cadre. Pas dans la tristesse, mais dans l'immobilité. Comme quelqu'un qui a parcouru tous les chemins nécessaires et voit enfin la carte pour ce qu'elle est vraiment. Pas un enregistrement d'où vous étiez, mais de jusqu'où vous êtes allé. Je n'avais pas prévu le rassemblement. Charles l'a fait. Il m'a appelé un après-midi hésitant. « Viendrais-tu à la maison ?» Pas la leur. La mienne. Juste un petit dîner. Moi, Jordan,
quelques personnes. Rinde formel. J'ai dit oui sans demander qui étaient les quelques personnes. Quand je suis arrivé à 18h, la table était déjà mise, assiette dépareillée, bougies, verre court, un vase de fleurs sauvages cueillies sans plan. C'était imparfait. Honnête beau. Jordan m'a serré dans ses bras d'abord. Chaleureux, immédiat. On a tellement entendu parler de vous. J'ai souri. J'espère pas tout d'un coup. Charles a tiré ma chaise. J'espère que ce n'est pas étrange. Pas du tout, ai-je dit. C'est simple et c'est rare. Nous avons mangé, parlé, ri en petite salve. Personne n'a mentionné Istanbul ou Paris ou le Trust. Personne n'a demandé des histoires que je ne voulais pas raconter. Puis, après le dessert, une tarte du boulanger trop sucrée et parfaite à sa manière. Charles s'est levé. « Je veux lire quelque chose », a-t-il dit tenant un papier plié. Si c'est d'accord, il m'a regardé, j'ai hoché la tête. Il s'est éclairci la gorge. C'est une lettre, pas de moi. Ma poitrine s'est serrée. Il a commencé, si vous entendez ceci, c'est que je suis parti. Ce qui franchement est la seule façon dont je me laisserai lire à voix haute devant un groupe. Alors laissez-moi dire ceci clairement. Vous comptiez, vous n'étiez pas difficile. Vous n'étiez pas oubliable. Vous étiez une femme qui a donné et donné, et puis finalement décidé de ne plus donner. Et j'espère vraiment que ceux qui écoutent maintenant s'en souviendront. Il n'est jamais trop tard pour vivre sans s'excuser, pas pour votre âge, pas pour votre silence, pas pour votre clarté. Vous n'avez pas besoin de permission pour réclamer votre nom, votre place, votre histoire. Vous devez juste commencer à marcher. Et si vous ne savez pas où aller, allez de l'avant, vers la partie de votre vie qui attend encore d'être vécue, avec amour toujours. Moi, quand il a fini, personne n'a parlé. J'ai essuyé une larme discrètement, pas de sanglots, pas de drame, juste un relâchement. Plus tard, en débarrassant les assiettes, Charles m'a pris à part. « As-tu vraiment écrit ça pour nous ?»« Non, ai-je dit. Je l'ai écrit pour moi, mais ça ne me dérange pas si vous l'empruntez. » Il a souri. Je pense que beaucoup devraient l'entendre. Alors laissez-les. Nous nous sommes tenus dans l'embrasure, regardant la rue. La lumière du porche bourdonnait. Un chat traversait la cour du voisin. Et j'ai ressenti encore cette certitude tranquille. Pas de l'orgueil, pas même de la paix. Juste de la présence. J'avais vécu à travers le rejet, l'oubli, le fait d'être réduite à quelque chose de net, petit et gérable. Et j'avais repoussé, pas plus fort, juste enraciné. Si vous avez déjà ressenti la même chose,